Chers amis, bonsoir. Donc, quelques petits aspects techniques avant de passer la parole à Raphaël Monticelli et à nos artistes. Bienvenue nos artistes. Je vous rappelle une chose, n'oubliez pas de rallumer vos portables à la sortie de la conférence. Je vous rappelle aussi, on a mis des petits paniers là pour sortir. Nous avons très peu de financement, c'est que les cotisations de nos adhérents, de nos 300 adhérents. Je vous rappelle que nous avons 3200 abonnés qui reçoivent des informations chaque semaine. Il y a eu la semaine dernière, on devait faire la conférence sur la révolution des œillets au Portugal avec Gérard Filoche. Seulement, il y avait l'alerte rouge, donc on a dû annuler cette conférence, mais je l'ai enregistrée. Et pour ceux qui sont abonnés, vous allez sur notre site pour tous les autres, vous aurez en fin de la semaine, je pense dimanche, l'enregistrement de la conférence qu'il a fait sur la révolution des œillets au Portugal. Donc, ensuite, la conférence sur le climat, quelle histoire, par notre ami Christian Gilabert, est reportée. Car, pour des raisons de santé, mais ce sera reporté l'année prochaine. Sur ce qui concerne la prochaine conférence, donc on a gardé la date, et donc, voilà, ce sera sur une conférence média de masse et pensée unique par Daniel Amedro et Hugues Liès. C'est les animateurs du séminaire des Amis de la Liberté. Donc ça, retenez la date, mercredi. Alors c'est mercredi et pas le jeudi comme d'habitude, parce qu'on n'a pas pu avoir la salle le jeudi 21. Donc mercredi 20 novembre, nous avons une conférence. Ensuite, je vous donne un peu le programme. Nous avons le 25 octobre, pardon. Oui, excusez-moi. Le 5, pardon. Le 5 décembre, nous avons une conférence. Il manque un petit élément sur le titre, mais notre artiste Marianne va rectifier cela. C'est sur la laïcité, donc pierre angulaire de la République, instrumentalisation par Gérard Brasse, agrégé de philosophie. Le 15 janvier 2025, il y aura Alain Ayot sur l'extrême droite. Donc, voilà un peu. Je vous annonce aussi pour l'activité des Amis de la Liberté, le séminaire se poursuit sur les thèmes les révolutions bourgeoises. Et là, on va aborder la 4e partie sur la révolution bourgeoise en Angleterre. Nous tenons, excusez, Macha Sosno, qui ne pouvait pas venir ce soir, mais elle m'a envoyé des photos. Elle connaissait bien Ben, donc voilà les deux, deux comparses. Donc Ben et Sacha. Voilà Ben, c'est qui a écrit Sache a changé le monde, donc Sacha. Sache, et je suis jaloux de Sosno, voilà, que j'aime Ben. Voilà, ça c'est... Donc, ensuite, nous avons les excuses... Ah, excusez-moi, là... Non, là c'est moi qui était au départ de la fusée de... Attendez, hein, parce que c'est... On va y arriver. J'étais à Kourou, là. Voilà. Et donc... Ernest Pignot-Ernest ne pouvait pas venir. Voilà, vous pouvez lire son texte. Les amis, bonjour, je ne pourrai pas être à Nice avec vous le 25 pour l'hommage à Ben. Je suis désolé, mais je pars le 3 à Cuba pour une exposition et une intervention. Hommage à Léjo Carpentier dans les rues de la Havane. Et tout n'est pas encore terminé. J'avais dit dans le Patriote, lors de son émouvante disparition, combien, artistes et musiciens, nous le devions tous. Vous saurez sûrement de beaux témoignages, donc il vous souhaite bonne soirée, amitié, Ernest.
Voilà, donc, j'ai fait un petit peu le tour et je passe la parole à Raphaël, qui va animer la soirée. En même temps, je vais essayer d'assurer la technicité sur les vidéos. Bien, merci Jean-Pierre. Le but de la soirée, on dit hommage. Moi, j'aime pas trop le mot hommage. J'aimerais bien qu'on sorte d'ici avec une certaine image de Ben, un portrait de Ben l'homme, Ben l'artiste, Ben l'agitateur culturel. Et puis je profite aussi de ce que Ernest Pignon nous a envoyé pour excuser l'absence aussi de Noël Dola, qui est un peu dans le même cas. Il ne va pas à Cuba, mais il a une expo, une assez belle expo apparemment, de cet Arlatane de préparation. Je pensais qu'il aurait du mal à venir. Voilà, donc deux excusés, un troisième excusé, mais tout à l'heure je le dirai. Voilà, donc un portrait de Ben à travers un certain nombre d'intervenants. Donc je voudrais vous dire à la fois le contenu de cette soirée, l'organisation et la règle du jeu. Alors, le contenu. J'ai demandé surtout à des artistes qui ont pu travailler avec Ben, qui lui doivent quelque chose d'une manière ou d'une autre. Noël Dola, c'était le premier dans la liste, je dirais, du point de vue chronologique. Il a fait sa première expo chez Ben, je crois, en 67, ou quelque chose comme ça. Puis il en a fait une chez Malabar et Cunégonde, en 71 ou 12. Dans la foulée, plus tard, en 73 à tout casser, dans la foulée, il y aura donc Max Charvolen, que voici, et Martin Miguel. Je précise, parce que ce que je voulais montrer aussi, c'était la diversité esthétique des choix de Ben, la curiosité esthétique de Ben. Noël Dola, c'est support surface. Max Charvolen et Martin Miguel, c'est deux des fondateurs du groupe 70. Max a fait une expo chez Ben à la fenêtre en 60 et des poussières, il en parlera. Miguel, avec le groupe 70, a fait aussi une expo chez Ben. Ensuite, on poursuivra avec Mas, que je présente pas. Je lui ai dit, Mas, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. De toute façon, je crois qu'il est incontrôlable. Je suis pas d'accord, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, s'il y a des gens comme ça dans la salle, je les sors. Alors, je continue. Ensuite, nous avons Monique Thibaudet, que voici, qui est donc céramiste, qui a travaillé pas mal d'années avec Ben. Elle nous racontera aussi comment ça s'est passé et quelle était la qualité de Ben en matière de céramique. J'ai cherché à retrouver le monsieur Palanca. Monsieur Palanca qui était prof de niçois au collège pour Olympia, qui fait partie du groupe de théâtre niçois de Francis Gag, qui est occitaniste et qui a monté il y a quelques années avec ses élèves de Port Olympia un spectacle dans lequel était représenté Ben, enfin il nous en parlera. Il a été aidé en cela par Éric de Bacquer, que voici, qui est historien, et qui a fait des recherches qui m'ont tout à fait ébouriffé sur la Séville qui sourit, qui a été l'un des lieux mythiques de Fluxus à Nice avec Georges Brecht. Ah, Villefranche, excusez-moi, cher monsieur Altman. Donc, à Villefranche avec Filiou et Georges Brecht. Rue du Muy. T'as le numéro de téléphone. Ah, il continue. T'as le numéro de téléphone, non? Oui. Ah, ben c'est très bien, tu nous le donneras. J'ai sauté par-dessus notre ami Olivier Garcin, qui a aussi travaillé dans les années 70-80 avec Ben, et qui nous évoquera aussi le type de relation qu'il avait avec lui et ce qu'il lui doit ou ce qu'il a apporté. Il est absent aussi ce soir, pour cause de travail, un jeune artiste qui s'est engagé dans la SNCF, ce qui fait que ce soir il est pris contre toute, c'est grave, hein, contre toute attente. Mathieu Mercury, qui m'a envoyé un joli... lorsque je lui dis est-ce que tu accepterais d'intervenir pour dire un témoignage sur Ben, il m'a dit avec grand plaisir, il m'a envoyé une petite bafouille que je vous lirai à la fin. Voilà donc je passe la parole aux premiers intervenants, Max et Martin, Max Charvolen, Martin Miguel. Alors, oh oui, j'ai oublié la règle du jeu. Au fur et à mesure des interventions, il faudrait passer les photos. Voilà. Ça permet d'avoir idée de ce que faisaient les artistes, ces divers artistes, au moment où ils ont rencontré Ben, ou des situations dans lesquelles on les voit avec Ben.
Donc voilà, par exemple, le travail de Chardin, je vous laisserai parler tout à l'heure. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est, je leur ai demandé de n'intervenir que 4 minutes. Je dois donc être à peu près dans les temps. 4 minutes. Elle est terrible. 4 ou 5 minutes. 4 ou 5, et j'ai promis aux uns et aux autres de leur taper dessus s'ils dépassaient. Tout ça pourquoi? Pour le cas échéant, donner la parole à la salle, soit à la fin, soit au fur et à mesure. Parce que je vois des gens qui ont connu, qui ont travaillé, qui peuvent parler de Ben et à qui on donnerait la parole. Alors pour eux, non pas 4, mais 1 ou 2 minutes. C'est tout? Eh oui, mais vous avez déjà 15 secondes de passer. En plus, Alors, je reviendrai pas. Ah, ouf. Alors, on poursuit et on commence. On y va. 4 minutes, bon, c'est parti. Bon, je voudrais donner, pour commencer ces 4 minutes, 2-3 souvenirs du début de mes rapports avec Ben. Alors, il faut remonter au début des années 60, quand j'étais aux Arts Déco, rue Sanduti de l'Escarène. Et je me rappelle avoir été, puisque Ben avait son magasin à une centaine de mètres à peu près de l'école, je me rappelle avoir été visiter ce magasin et plus qu'une surprise, j'étais complètement décontenancé. Je me rappelle sa manière d'haranguer, son accent, sa manière de présenter les choses et surtout, il nous fouillait en sortant. Alors il y avait une relation très particulière avec tous ces écrits. Bien sûr, je n'étais pas en mesure de comprendre, de savoir ce qui se jouait comme enjeu derrière ce magasin et ce personnage. Et puis, les choses ont passé, les années ont passé, et la deuxième surprise, on pourrait dire, le deuxième moment où j'ai eu un rapport, c'était, je participais au dossier 68, et dans ce dossier, Ben avait mis un tract, et dans lequel, une sorte de tract poétique, et violent et poétique, dans lequel il disait « Tout doit disparaître », y compris les participants, leurs salades, leurs prétentions, leur jalousie, l'art, l'homo sapiens, les fleurs, la chaise, le soleil, et j'en passe. Ça a été la deuxième rapport. Et puis, un autre rapport, c'était en 1969. Nous étions quelques-uns qui avions été invités au Salon de mai par César. Et je me rappelle de la pièce de Ben. Il avait mis dans le passage une latte de bois en travers sur lequel était écrit « Intellectuel, artiste, pliez les chines ». Et en face, il avait marqué « Vive de Gaulle ». Il aimait bien. Comment? Il aimait bien. Oui. Donc cette pièce était en 2 parties. Alors, ce soir, dans ce qui n'est pas un hommage, j'aimerais dire que une des choses les plus importantes pour moi dans les multiples facettes qu'a Ben, c'était sa capacité à inviter, à montrer des enjeux autres que les siens. Et ça, je crois que c'est une chose très importante. Et pour ma part, je lui dois quelques expositions, à savoir par exemple en 1970, dans son magasin, rue Tonduti de l'Escarène, donc il y a eu cette exposition de l'unité à la détérioration. Ensuite, en juillet 1973, Galerie Ben Dout de Tout, une exposition personnelle, non, ce n'est pas la Galerie Ben Dout de Tout, une exposition personnelle dans un nouveau lieu qu'il avait ouvert, puisque le magasin avait été démonté et était parti à Beaubourg. Et donc, la fenêtre. J'ai fait une exposition personnelle à la fenêtre. Il y a eu aussi, un peu plus tard, une exposition, ou un peu plus tôt, je ne me souviens plus bien l'ordre, une exposition d'intervention, intervention 73. Et puis, en juillet 74, chez Malabar et Cunégonde, à Saint-Pancras, il y a eu l'exposition du groupe 70, avec Miguel, Macaféry et moi, Charvolet. Donc, ça a été encore en 74. Mais il y en a une qui n'est pas dans un de ces lieux, mais à qui on peut penser que Ben a été l'artisan. C'est l'exposition en 1977 à propos des Nice dans laquelle nous étions, et qui ouvrait et qui inaugurait, pas cette exposition bien sûr, mais qui participait à l'inauguration du centre Georges Pompidou. Voilà en gros
les 4 minutes ou les 3 minutes. Voilà. C'est l'une des deux expos. L'une des deux expos inaugurales, et Ben était effectivement l'un des deux co-commissaires. Voilà, co-commissaire, exactement. Martin, tu as certainement des choses à ajouter à ce que vient de dire Max. Pour exprimer mon rapport à Ben, je me cantonnerai au début des années, à la fin des années 60 et au début des années 70. Et je commencerai par remonter à l'époque où j'étais étudiant aux Arts Déco de Nice. À l'époque, les Arts Déco, l'école était rue Tombouctou d'Escarène, juste en face, une face latérale de l'église des Vœux. Et le magasin de Ben était, comme l'a dit Max tout à l'heure, était à 100 ou 150... 32, oui, 150 mètres de l'école. Et alors, moi, je suis resté 3 ans à l'école. J'ai été viré à la fin de la 3e année. Et pendant les 2 premières années, je n'ai jamais eu connaissance ni du magasin de Ben, ni de Ben. C'est grâce à un certain professeur qui orientait nos regards vers la modernité, et plus particulièrement la modernité à proximité, Nice, les Alpes-Maritimes et ses environs, que je pris connaissance du pop art. Alors pour le coup, le pop art, c'est pas la proximité, puisque c'est l'Angleterre et les États-Unis, mais des nouveaux réalistes qui peuplaient la côte, et de Ben, qui lui, tel un palmier, était bien implanté sur la côte. Ça, c'était donc l'année 65-66. J'avais 18-19 ans, Ben avait 29-30 ans. Et alors, encore à l'école, les travaux de Ben m'enthousiasmaient. Ses écritures, ses actions, ses performances. J'en ai une qui m'avait bien marqué, que j'ai beaucoup aimé, signer la ligne d'horizon. Je signe la ligne d'horizon. Alors, je ne l'ai pas vue parce qu'elle date de 63, mais je l'ai vue en photo, puis je l'ai vue dans des films. Les travaux de Ben m'enthousiasmaient beaucoup parce que j'y voyais là quelque chose qui alimentait mon sentiment, mon esprit de révolte. J'y voyais quelque chose de frais et d'audacieux qui contrastait avec la peinture ambiante dominante. J'ai en mémoire une action remarquable de Ben, enfin que j'ai trouvée remarquable. Ça se passait en 1970, très précisément à Montpellier, pour d'une exposition à laquelle je participais. L'exposition s'intitulait « 100 artistes dans la ville ». Une centaine d'artistes avaient envahi les rues, les places, les parcs, les jardins. Moi, j'étais dans un parc. Et certains étaient dans des bâtiments de la ville. Et là, j'ai vu Ben remplir un seau de peinture blanche, le crever en dessous et partir en courant, laissant derrière lui, évidemment, des éclaboussures de peinture blanche et une longue traînée zigzagante de peinture blanche. Et quelqu'un courait derrière lui en brandissant un panneau où il y avait écrit « Action ». Alors, action, bien entendu, performance sans doute, mais moi, je voyais aussi cela avec les lunettes de la peinture. Et j'assimilais cela comme une espèce de peinture gestuelle ayant comme support la ville. D'ailleurs, j'ai souvent pensé que les travaux de Ben avaient bien souvent une relation étroite avec la peinture. Peinture qui, à l'époque, était très décriée. Il y avait des voix fortes qui criaient fort que la peinture était morte. Ils se sont trompés, la peinture a continué, mais autrement. Oui, donc, relation de Ben avec la peinture. Si je reprends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, signer la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est quelque chose de très prégnant dans la peinture. Être assis sur une chaise bleue sur la promenade des Anglais. Le corps figé, le regard fixe, avec une pancarte sur le torse.
où il y a écrit « Regardez-moi, cela suffit ». Eh bien, je trouve qu'il y a une grosse relation avec un genre dans la peinture qui est fréquent, qu'on appelle le portrait et l'autoportrait. Je me souviens, au cours d'un concert Fluxus, c'était au début des années 70 ou peut-être un peu avant, à l'artistique ou peut-être à l'ancien théâtre de Nice, je ne me rappelle plus bien, mais ce que je me rappelle bien, c'est que Ben avait développé une grande feuille de papier blanc, 10 mètres environ. Il s'était trempé la tête, plus exactement les cheveux, dans un seau de peinture noire et avait dévalé la feuille à 4 pattes en faisant glisser sa tête, ses cheveux contre la feuille, créant ainsi une longue trace noire. Et bien là encore, je voyais une relation avec la peinture gestuelle et peut-être aussi une proximité avec les anthropométries de Yves Klein. Et aussi une relation avec un groupe japonais qu'on appelait Butai. Alors, évidemment, il y a des différences avec les peintres gestuels, ne serait-ce que déjà le rapport au corps ou le rapport à l'outil. Les peintres gestuels faisaient leurs petits trucs dans leur atelier sur des toiles tendues sur châssis, carrées ou rectangulaires, et présentaient cela ensuite dans des galeries. Ben, il se foutait des résultats. J'imagine qu'il n'a pas conservé la grande feuille blanche, ni, cela va de soi, les rues de Montpellier. Ce qui était important pour Ben, c'était, à un moment donné, de faire quelque chose avec un résultat matériel ou non. Et d'ailleurs, ça pouvait poser des problèmes au marché de l'art, ce côté éphémère. Mais, vous savez, le marché de l'art est capable de récupérer bien des choses. Et par ailleurs, Ben faisait des objets. Et puis, de tout cela, de toutes ces actions et performances, il restait des photos et des films. Bon, je pourrais donner d'autres exemples de relation à la peinture. Non. Il m'avait averti qu'il y aurait 10 minutes. Et ça fait 6. Mais tu reprendras tout à l'heure peut-être. Dès maintenant, s'il y en a qui veulent poser une question, intervenir, porter témoignage, sinon je passe à l'ami Mas, que je n'ai pas assez présenté tout à l'heure, puisque j'ai dit que je ne voulais pas le présenter. Mais Mas, quand même, à dire, il dira des choses. Moi, il y a une chose que j'ai à dire, c'est que le critique Restani, Pierre Restani, que vous connaissez sans doute, qui est celui qui a mis en place, était le théoricien du nouveau réalisme. Pierre Restani disait, tu me corriges si je me trompe, disait que tu étais le plus authentique des artistes de l'école de Nice. C'est faux. C'est vrai que c'est faux, mais il l'a dit quand même. Ouais, mais... J'ai pas dit que c'était vrai, j'ai dit qu'il l'a dit, alors qu'il est drôle. Voilà, que d'une certaine façon, il concrétisait l'esprit de l'école de Nice. Alors, je te passe le micro peut-être. Oui, merci. Alors, je vais parler de la première fois, de ma première rencontre avec Ben. 4 minutes. Ainsi que de ma dernière rencontre. La première rencontre, c'est très simple. Nous, enfants, préadolescents, on allait à Villefranche-sur-Mer, et cette première rencontre, je la dois à la marine américaine. Parce qu'on allait à Villefranche avec mon ami, son père il tenait des jukebox, il les ravitaillait comme ça en disques, etc. Donc on avait quelques adresses de bistrot, et on allait récupérer les disques qui avaient tourné pendant 15 jours, et ensuite on les ramenait à Nice, et où on les ramenait au Nain Bleu. C'est là que Ben tenait ce lieu, entre autres, hein, il était employé, et on avait un peu d'argent. Mais on ne connaissait pas Ben, nous on connaissait la marine américaine. Bon, en gamin, voilà. Et puis, comme ça, un jour, en montant à la rue de Mai, à chaque fois, en montant, on avait vu sur une petite boutique un petit panneau avec marqué « Nous sommes fermés aux heures d'ouverture. Nous sommes au bar d'en face. »
Bien, ça nous étonnait quand même. On était jeunes, mais ça nous étonnait. Et une autre fois, en descendant, on a pu voir, c'était ouvert, on a passé la tête à l'intérieur, on a pu rentrer, et on a vu des tas de choses comme ça, accrochées. Bon, et c'est là, ils avaient rajouté la cédille qui sourit. C'était au 12 rue de Mai. Voilà, vous pouvez passer, il y a toujours une pancarte maintenant qui a été faite par la mairie. Bon, ça a été notre première rencontre. Et la dernière, ça a été, on faisait à chaque fois une partie d'échecs. Et 2 jours avant sa fin, on a joué au boulevard de Sessol, dans sa petite galerie. Chantal, ici présente, nous a pris en photo, très bien, et on jouait aux échecs et masses. Pourquoi? Parce que, comme ça, les jeux, parfois, avaient été faits historiquement. Hein. Les pions étaient en chocolat noir et les autres en chocolat blanc. C'était un pâtissier de Garibaldi qui avait fait ça, mais on reconnaissait les pions, hein, il n'y avait pas trop de détails. Et le damier, en fin de partie, on le cassait et on le distribuait au public, parce que les carrés étaient faits en chocolat noir et en chocolat blanc. Ça, on avait fait ça. Et ça, c'est historique pour nous. On ne le faisait pas à chaque fois, hein, mais d'où la première partie d'échecs était avec du chocolat. Bon. Et puis, c'était la dernière partie, comme ça. Je devais avoir ma revanche, parce que là, je crois qu'il avait gagné. Oui, je crois qu'il avait gagné, hein, c'est ça. Bon, ça c'est embêtant, mais on était à peu près à égalité. Hein. Un coup c'était lui, un coup c'était moi, etc. Bon, et puis je suis rentré, et le lendemain matin, il me téléphone, et il me dit, comme on prenait parfois un rendez-vous pour la partie de revanche. Et là, il me dit, oh, tu sais, Mas, si tu étais un tueur à gages, tu me prendrais combien? Et moi, je lui dis, on avait cette habitude de dire des bêtises, je lui dis, je te prendrais 60 000 euros. C'est trop. Non, pardon, je lui dis 50 000 euros. Ah bon? Et il me répond, oui, je lui dis 50 000. Et il me répond, c'est pas assez cher pour moi, je vaux beaucoup plus. Alors je lui dis, alors 60 000. Et il me dit, d'accord, mais alors je te payerai en 2 fois. Alors là, évidemment, on s'est mis à rire, etc. Je me dis, bon. Et le lendemain, c'était sa fin. Il avait appris. Voilà. Est-ce qu'il me reste encore du temps? On va lui en laisser, non? La fin est trop triste. Un truc gay. Allez, 1 minute, me dit-on. Voilà, pour changer la fin. Voilà. On change la fin, on fait une fin alternative, différente, tout se passe bien. Bon, alors il disait que son assistant du chien lui cassait les pieds parce qu'il prenait tout le temps la parole. C'est pas vrai. C'est lui. Oui, comment c'est pas vrai? Réponds. Tu es toujours en train de couper les gens, de parler sans t'arrêter, parce que dans cette histoire-là, nous on voulait que Ben soit ici, mais pas là, et cela dans cette volonté historique qui n'est pas la sienne, mais qui irait dans un au-delà constitutif d'une mythologie individuelle qui permettrait à l'esprit de s'encastrer dans une histoire. C'est trop long. Je m'en doutais. Je t'ai pas assez présenté. Comment je te présenterai, Olivier? Je m'étais dit archéologue du présent. Non? C'est une connerie. Non? Alors il faut qu'il aille se mettre à la place de Jean-Pierre, parce qu'il nous a préparé un petit... Non, je reviens. Un little PowerPoint. Voilà. Alors, vous voyez, nous passons les années les unes après les autres tranquillement, comme ça. Hein? Eh oui. Eh oui. Eh oui. Comme du Shakespeare. C'est ça, c'est moi qui ai ça. T'as plus rien pour l'instant? Oui.
Ah oui, il te faut une sucette. Très bien. Bien. Il a la sucette intégrée. Alors, je vais devoir passer des diapos super vite. Moi, j'ai rencontré Ben au Monoprix du boulevard Gorbella. J'ai acheté un 1,5 m de Stanley, avec un ruban Stanley, et lui avait acheté un double mètre. Et il était à la caisse avec moi. Et on a rigolé parce qu'il avait un 1,5 m et moi un double mètre. Et j'ai fait connaissance avec M. Ben. Et il m'a dit, passe chez moi un jour. Et ça a donné ça. Alors, je sais pas. Ça marche. Alors, marche arrière. Alors, d'abord, j'ai compris, moi, Raphaël, que c'était un truc où je devais parler de moi et pas de Ben. Donc, c'était Ben et moi, tu m'as dit, et comme j'ai pas bien compris, j'ai Ben et moi. Bon. Donc, excusez-moi, mais... Ah non, ça marche arrière, là. Ouais, là, ça y est, mais je vais y arriver. Voilà. Et à ce moment-là, avec Ben, on s'est simplement dit, l'art est mort. Et comme l'art était mort, on s'est dit, on va le réveiller, quoi, on va le faire vivre. Et nous, on a décidé, avec les copains, de créer un truc qu'on a appelé Garage 103. Et Ben nous a prêté sa Ronéo, et on a produit la revue Des Viscères et des Abats, chronique du Garage 103, avec la Ronéo de Ben. Et ça a duré 5-6 ans. Et alors j'ai trouvé dans mes archives toute une série de photos qui me montrent, parce que c'est de moi dont je parle, c'est pas de Ben, qui montrent Ben en situation. Donc en 75, chez René Gilles, une petite fête, j'ai reconnu Odette Lepage et René Gilles à gauche. Ben fréquentait le Garage 103, c'était une petite galerie dans une arrière-cour, la preuve. Je lis ou vous avez voilà. Dans cette galerie. Voilà. Ça marche plus, ça marche. Oui, ça marche. Là, ben, j'ai envie d'être silencieux. Voilà. Oh, c'est bien d'être silencieux. Il n'y a pas personne, il y a quand même quelques personnes. Ça marche. Il nous a invités à participer à l'exposition à propos de Nice, mais nous, on n'avait pas d'œuvre. Donc on a décidé d'en faire une sur place et d'en faire une que le Centre Pompidou allait détruire après. C'était d'écrire Garage 103 Nice sur un rideau qui séparait la vitrine de la rue du Renard de la salle d'exposition. Et donc on apparaît, nous, devant ce tag. Ça ne veut pas marcher. Voilà. Ah ben, là, il va plus vite que moi. Voilà. Sur le bon bouton. Et ça a donné ça. Donc on est dans la chronologie que Ben avait faite. Bon, c'est tout écrit, c'est pas la peine que je parle. Tu passes les photos et tu parles. Ça, c'est bien. Voilà, très bien. Donc ça parle pas. C'est la pagaille. On a compris que c'était la pagaille. On est sous la pagaille. Voilà. Mais il ne veut pas partir. C'est la pagaille. Voilà, appuyez sur le bouton. Voilà. On avait organisé, tu te souviens Frédéric, des Mardis de la Création. Ça avait été une affaire mais pas possible avec le théâtre de Nice. Engueulade, Bisson, Valraffen, avec la médiation de Dédé Riquier. Et le but, c'était d'obtenir une journée au théâtre de Nice. Et on était venu dire à Bisson, si on buvait un coup, alors, il ne peut pas passer, là. Voilà, il y a les photos. Voilà, vous avez tout compris. Ah, voilà. Comme on n'aimait pas l'art et qu'on n'avait pas envie de produire de l'art et qu'on ne voulait rien faire, on avait comme projet de faire l'art anonyme. Et que l'art anonyme, c'était pratique, personne n'avait de nom et on n'existait pas. Et on avait réussi à embarquer Ben dans cette histoire-là.
et les amis Ben avec Philippe Tixier, photographe, et moi comme témoin oculiste, ben, on a promené dans la ville et Ben a bombé des œuvres éphémères pleines de fautes d'orthographe. Vous arrivez à lire ou je vous dis? Ah merde, c'est pas le bon sens. Je suis mauvais, hein. Bon, ça, j'arrière. Voilà. C'est les archives, hein. C'est des sacrées photos. Hein. Ça avance et ça recule, comment veux-tu que... Ben, je réussis chaque fois. Ah, quand même. Et top. À la bonne vôtre. Ah, Julien. Donc ça se passe à la Pugade à Villeneuve-les-Avignon et c'est voilà, des échantillons de la performance de Ben sous. Encore marche arrière, voilà. Et il jouait vraiment du piano? C'était un piano préparé Cage, quoi, avec des clous et ding long, ding dong dong. Et ça s'est terminé comme ça. Alors là, je vous le lis parce que je n'arrivais pas à lire. Ni sculpture, Olivier Garcin a sorti un très beau livre, plein d'images, je ne vous le dis pas, non, attendez, je remarque. C'est pas vrai. Plein d'images et d'infos avec Cynthia Lemel qui a fait un travail magistral. Ceci dit, ce livre est malhonnête dans la mesure où il a omis de parler de Ben. Il a omis de parler de Ben, mais en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Avec Cynthia Comme un des premiers membres fondateurs du groupe Les Dalton, il y avait Escodo, Surgère, Garcin et moi à l'hôtel Saint-Gothard. C'est un peu vrai. Un peu. Ah. Donc la période Garage 33 est passée, et donc maintenant c'est moi, Olivier Garcin, Ben et moi. Au Garage 33, on peut faire plus petit, là ceci n'est pas une galerie. Ben va nous rendre visite de temps en temps, et de temps en temps photographier. Donc ça c'est une photo de Ben en train de visiter mon expo, le cercle de découverte. Il y a eu le concert Fluxus. Voilà, ben vous pouvez jouer au qui et où. Le bout de papier du début a été recyclé en une petite édition qui a été donnée aux visiteurs. Alors Ben rasait les gens, là, c'est ça l'histoire? On se faisait raser. À l'œil. Gratis. Tordons-nous en tendant. Ah voilà, c'est ça. Ah. Hommage à René Gilles, le premier poète qu'on a vu en première image, en 2007. Ah non, marche arrière, là, voilà. René Gilles à droite, et Ben au chapeau. Bon, et la dernière, bon, l'avant-dernière, un extrait de la newsletter de Ben, les 60 ans de Garage 103, on avait organisé un centenaire
les 60 ans de Garage Tantron, Olivier Garcin, prestidigitateur culturel, vous avez dû l'avoir passé. En fait, c'est génial. Tous les 10 ans, il fête la création d'un truc qui n'a presque pas existé, en faisant croire qu'il a existé. Ah non, ça va trop vite. Et dernier échange épistolaire avec Ben vient de l'email. Je lui envoie 3 photos d'une expo que j'ai faite à Marseille. Et il me répond en tutoyant le lieu. Est-ce qu'elle a eu lieu? Voilà. En fait, j'ai envie de terminer là. Ça évoque très bien la relation qu'on avait avec Ben, qui était à la fois une relation amicale, une relation d'aide, une relation de partage, une relation de concurrence, une relation de fâcherie, une relation d'oubli, bref, une relation humaine. Monique Thibaudet, je te laisse la parole. Alors, bon, j'ai connu Ben déjà à Marseille, très jeune, c'était bien là qu'il avait invité. Bon, après, arrivé sur Nice, on me suis rapprochée, forcément. Et puis, il a été attiré par la céramique, et comme j'avais un atelier à Valoris, il a voulu venir faire un peu de terre. Ça lui a plu. Il a donc voulu acheter un four, et après, je venais régulièrement chez lui, et on travaillait ensemble. Alors moi, ce que je veux surtout parler, c'est que moi, j'ai été très marquée par sa façon de travailler. Pour moi, il était vraiment unique. Il se levait le matin, c'était un artiste. On travaillait, on mangeait le midi avec Annie, tout était art, il n'arrêtait jamais. Il était artiste du matin au soir, jamais il s'arrêtait. Moi, j'ai connu beaucoup d'artistes. Moi, je suis artiste, mais des fois, je suis maman, des fois, je fais le ménage. Tout est art, il n'arrête jamais. C'est donc pour ça aussi qu'il est un peu épuisant. Moi, je rentrais le soir, il épuise tout le monde. Je rentrais le soir, moi, j'étais naze, je me mettais dans le fauteuil et je dormais, j'en pouvais plus. Alors, ce qui m'a beaucoup... L'admiration que j'ai eue pour lui, c'est que j'avais l'impression qu'il faisait un peu n'importe quoi. Ça partait dans tous les sens. En terre, alors je ne vous en parle pas parce qu'il y a quand même des règles pour aller dans le four. Alors je lui disais, non Ben, il voulait mettre n'importe quoi. Je disais, on ne peut pas, ça va casser. Voilà, Stitch, tu te tais, je fais ce que je veux. Alors il voulait absolument faire ce qu'il voulait. Donc après on a tout noté, bien sûr tout a cassé dans le four. Alors on notait, après on a passé des heures à tout recoller. Alors on recollait, il en faisait autre chose. Et en fait il a fait des céramiques à la benne. Je me souviens, il y avait des grands plats, ils ont tous cassé au four. Et lui, il a pris les morceaux, il les a mis sur des panneaux, il a collé, il a rajouté. Et je lui ai dit, c'est vrai, tu as fait du Ben, sinon tu aurais fait des plats basiques avec écrit, comme beaucoup de potiers ont fait. Et Ben, il faisait de la céramique à la benne. Alors, l'exemple que je peux vous donner, c'est qu'une fois j'arrive, et il me dit, j'ai pas envie de faire de la céramique, on va faire de la photo. Je dis, ouais, c'est bien, mais moi, je sais pas faire de la photo. Ça fait rien, moi non plus, on va faire n'importe quoi. Alors, on est parti toute la journée dans Nice, on tournait et on faisait des photos. Alors, il y avait l'assistant derrière, il disait, prends ça en photo. On prenait une poubelle, on prenait des gens, n'importe quoi. Ça a duré toute la journée. Et en fin d'après-midi, on est allé dans une brocante qui était dans la rue piétonne, là, qui donne place Masséna. Comment ça s'appelle la rue piétonne? Oui, il y avait une grande, un style d'Emmaüs, ça n'existe plus, mais on rentrait, c'était immense dedans, avec des étages, je ne sais pas si vous avez connu ça. Alors on faisait toutes les allées en courant. Et alors il y avait l'assistant avec le capin et il disait,
Ça je sais, ça je sais. Et on courait, je disais n'importe quoi. C'est pour faire plaisir aux vendeurs, ou je sais pas. Et après, il dit à l'assistant, bon ben, l'assistant il notait, il lui dit, bon tu récupères tout, tu payes, tu mets dans la voiture, nous on va boire une bière en attendant. Et on est parti boire une bière, et là il m'a dit, tu sais, le tableau hein, que je t'ai vu, il y avait ça, moi j'avais rien vu, on était passé tellement en courant. Alors moi je vais mettre ça, tu vois. Et tu sais l'objet, il y avait ça, ben moi je vais rajouter ça, et puis je vais... Et en une bière, il a fait une expo en entier. Moi je n'avais rien vu, j'avais l'impression qu'il achetait n'importe quoi, parce qu'on est vraiment passé mais en courant dans l'allée. Et c'est là où j'ai compris qu'il avait vraiment un esprit d'une rapidité et il était capable de faire une expo complète, mais c'était pas n'importe quoi. Et là, j'ai été soufflée. Et là, de ce jour-là, j'ai eu une admiration sans borne. Et j'aimais beaucoup sa façon de travailler. Et ça m'a fait réfléchir parce que moi, je me suis rendu compte que souvent, nous, on réfléchit tellement sur ce qu'on doit faire que finalement, on se met des freins tout seul. Et lui, il osait tout. Mais parfois, il y a des choses que après il disait non, ça c'est trop nul, on jette. Parfois, quand même, il y revenait. Mais il était toujours dans l'instinct, une rapidité, il avait peur de rien et il osait tout. Alors que moi, je vois, je réfléchis trop et finalement, on ne fait pas. On fait pas, on se donne plein d'excuses pour pas faire. Et des fois, quand je suis là, je dis non, pense à lui, ose, fonce, même si c'est pas bien, c'est ce qu'il me disait toujours. Même si c'est pas bien, il était toujours dans cet instinct. Et j'ai eu une admiration de sa façon de travailler, et ça, c'était Ben. Merci. Michel Palanca. Ah, c'est toi qui commence? Éric de Bacquer. Je vais introduire le travail de Michel Palanca. Approche le micro. Alors, en fait, moi j'ai connu assez tardivement, il y a une dizaine d'années, et je l'ai rencontré, je me suis adressé à lui pour avoir son témoignage sur justement l'épisode de la Sylvie qui sourit dont on parlait. J'en faisais la chronique à ce moment-là. Et je me suis adressé aux témoins de l'arrivée de Robert Filiou et de Georges Obrecht à Nice et à Villefranche. Et j'ai connu l'homme, j'ai connu l'artiste après le témoin. Et en fait, il m'a ouvert ses archives, il m'a tout raconté dans le détail à plusieurs reprises. Et c'est grâce à lui qu'on a pu faire plusieurs expositions, et notamment une salle consacrée à la Sylvie qui sourit au Mamac. Et à l'occasion de cette rencontre, on a lancé différentes initiatives autour de la Sylvie qui sourit, et notamment avec les enseignants des collèges et avec Michel Palanca. Alors, on a ici, pour commenter la photo, un des rares exemples où Ben participe à un event, à une performance avec Georges Obrecht, qui était pour Ben le plus grand artiste après Marcel Duchamp et John Cage. Donc il a enfin pu participer à cette performance. Ça ne se passe pas à Nice ni à Villefranche, ça se passe à Lund en Suède, mais tout a été organisé à partir de Nice. C'est pendant la période de la Sylvie qui sourit. Là, dans cette photo, c'est l'exposition, la seule, on va dire, exposition monographique qu'il y a eu à la Sylvie qui sourit. C'est Ben qui l'a organisée. Et Ben ici est dans la rue, il n'est pas dans la galerie, il n'est pas dans la cédille, il est en train de présenter ses performances le jour du vernissage. Donc simplement, ces différents documents m'ont été fournis notamment par Ben, et celui-ci c'est encore autre chose. Là ils sont en route, donc j'aime beaucoup cette photo parce qu'on les voit dans un face-à-face assez intense et peut-être un peu... il y a un peu d'énergie, presque un peu d'agressivité, c'est pas mal du tout.
c'est une très belle photo. Ils sont tous les deux, je trouve, très élégants. Tout ça pour dire qu'on a été amené à organiser différentes initiatives autour de la sédiquisserie, et notamment, j'ai rencontré ou j'ai revu Michel Palanque, qui a enseigné à ce moment-là au collège Port-Olympia, et il m'a proposé en fait de réaliser un spectacle à partir de la sédiquisserie dont il va vous parler maintenant. Non, non. Voilà, alors tout d'abord, donc, en tant qu'ex-enseignant, je voudrais commencer mon propos pour remercier Ben et Annie de leur gentillesse et de leur hospitalité, parce que vraiment ils nous ont permis d'amener des élèves chez eux, et ces élèves ils s'en souviendront à mon avis toute leur vie. Alors, donc je vous disais que je l'ai rencontré comme enseignant avec Eric, enseignant de langue et culture régionale, et de français, mais enfin surtout de langue et culture régionale, c'est-à-dire que j'étais chargé de transmettre tout ce que la société française s'est acharnée à éradiquer depuis 1860. Ça a été une belle aventure, un peu don quichotesque. Alors donc, pourquoi Ben? Eric a répondu. Moi, je l'ai surtout perçu comme le défenseur des cultures et des langues minorées et opprimées. Il avait rencontré François Fontan en 1950, dans ce jour-là, qui était donc François Fontan, un niçois, fondateur du PNO, c'est-à-dire le Parti nationaliste occitan. D'où la théorie ethniste de Ben, qu'il a développée plusieurs fois. À ce sujet, je vous invite à visionner une scène culte de Ben chez lui, dans son jardin, en train d'haranguer tout un aéropage de la désertitude. Et tout ça, ça se passe dans le film de Sovago et Passuelo, Going Back to Nice à la Belle. C'est un film que je vous conseille prestement. Pour moi, Ben, c'est aussi le fameux Cuper de Salenga, Père de son pays. C'est en fait un écho, à mon avis, à Frédéric Mistral, qui disait Cutin la lenga, tin la clau. D'autre part, j'avais vécu une aventure avec l'Institut d'études occitanes de Nice, avec mon ami Sébastien Cagnol, qui est traducteur de la romancière finnoise Sophie Oksanen. Et nous avions traduit Quand les colombes disparurent, nous l'avions traduit en niçois, mon ami Cagnol en français. Et donc Ben nous avait gentiment écrit le titre dans sa fameuse calligraphie. Donc, si vous voulez, pour moi, défense et illustration des langues minorées, la place de l'art contemporain à Nice, eh bien, ma foi, c'était pain béni pour un enseignant de langue et culture régionale, dit-on. Bon. Dans ce même esprit, donc, la Virgoulette à Villafranca, c'était un miroir, un jeu de miroir entre les Villafranquiers, le petit peuple de Villefranche, et le monde un peu extraterrestre des artistes Fluxus, pain béni encore pour monter un spectacle, puisque l'axe de mon enseignement, c'était quand même le montage de 2 spectacles par an, avec les classes que nous suivions avec ma collègue d'histoire et géographie, Diane Crigny. Alors, nous avions prévu avec mon ami Eric de vous lire rapidement l'acte 2, enfin la scène 2 de l'acte de scène 2 et 3 de cette fameuse virgoulette qui est fabriquée, c'est-à-dire la CDI qui sourit. Donc cette scène, c'est la visite des élèves chez Malabar et Cunégonde, une visite vraiment d'anthologie qui a été mise en scène dans le spectacle. On y voit Ben en majesté, mais aussi Annie, je tiens beaucoup à insister sur la présence d'Annie, et le rapport entre ces 2 personnes, qui était, on peut le dire déjà, un théâtre en soi. Donc le verbatim de leur dialogue est repris dans notre mise en scène. Il montre bien le rôle d'Annie dans la construction du personnage et dans le travail de Ben. Comme disait l'autre, je ne sais plus qui, cherchait la femme, et voilà.
Donc si on a du temps, on s'approche du micro, on prend les deux. Allez, voilà. C'est parti. C'est parti. Donc, un professeur. Nous y voilà les enfants, les élèves. Waouh, trop la classe. Un élève, c'est une maison de ouf. T'as vu comment elle s'appelle? Un autre, c'est chez Malabar et Cunégonde. Oui, c'est le deuxième prénom magique des enfants de Ben. Éric de Baquer va vers Ben. Salut Ben. Voilà les professeurs et les écoliers de la 4e Occitan du Collège Port-Olympia qui travaillent avec moi sur cette fameuse cédille. Bonjour tout le monde, dit Ben. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous recevoir bien longtemps. Il y a un camion qui doit venir chercher une sculpture que j'ai faite pour le Palm Beach. Ne te tracasse pas, Ben. On partira si jamais le camion arrive. Bon, très bien. Bonjour les enfants. Bonjour Annie, merci de nous accueillir. Annie, bonjour à tous. Je vous laisse avec Ben et je vais préparer la véranda. Les élèves. Bonjour. Un élève un peu timide. Monsieur, on peut prendre des photos de votre maison? Bien sûr, c'est fait pour ça une œuvre d'art, non? Un autre élève. Oui, vous avez raison, monsieur. Bien, commençons par la visite du jardin. Ça vous va? Dit Ben. Les élèves. Oui. Ben, voilà mon foutoir. Mon jardin est composé uniquement de choses que je ne peux pas jeter parce que c'est un principe. Je garde tout. Un élève. Si j'ai bien compris, vous ne jetez rien. Exactement, tu as tout compris. Quand j'ai acheté la maison, la façade était un peu fatiguée. Pour ne pas tout refaire, j'ai commencé à cacher les trous avec tout ce qui me tombait sous la main. Un élève. Mais alors, c'est juste pour cacher la misère? Non. Après, je me suis dit que si une maison a 4 murs, c'est bien pour faire quelque chose, non? Un élève. Vous comptez recouvrir tous les murs de votre maison comme ça? Oui. Les 4 murs seront recouverts avec tout ce que je peux récupérer comme objet hétéroclite. C'est ça le ready-made. Tout ce que je colle sur ma façade, ça devient de l'art, car moi, Ben, j'ai décidé que cette horloge, ce panneau de circulation, ce vieux mannequin, devenait art, parce que moi, je les signe avec mon ego. Quand il n'y aura plus de place, je les mettrai sur le toit, comme l'Indien que vous voyez là-haut. Un élève. Mais il n'y a pas que des objets récupérés. Non, bien sûr. Ben a aussi placardé ces fameux aphorismes. Voilà, les élèves regardent le jardin, ils l'observent et ils sont stupéfaits par ce qu'ils voient. Ben, faisons le tour du jardin et puis on va s'installer sous la véranda. Noir, scène 3. Son de perruches, puisqu'il y avait des perruches sous cette véranda, mise en place d'un paperboard, une table, un siège confortable, des verres en plastique et des jus de fruits. Ben, entrez, entrez. Annie, tu leur sers quelque chose? Les élèves. Waouh! Ben, bon, alors je crois que vous aviez des choses à me demander. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben tend son verre à Annie, qui le remplit sans rien dire. Les élèves préparent, avec leurs enseignants, une pièce de théâtre qui parle de la cédille qui sourit. On vient te voir, Ben, car tu as bien connu Georges Brecht et Robert Filleul, qui étaient les fondateurs et les membres uniques de cette fameuse galerie. Oui, je leur avais proposé de s'installer à Nice, mais Filleul ne voulait pas. Il a préféré rester à l'écart de nous à Villafranca. Filleul, de toute façon, c'était le non-égo. Et donc, quand Brecht est arrivé de New York, il est allé à Villafranca. Brecht, lui, c'était un génie. Mais Filleul, un escroc. Mais pour... Ah, tiens, toi aussi tu es un escroc, comme tous les autres. Bon, donc je disais quoi, moi? Un véritable artiste, c'est quelqu'un qui crée du nouveau. C'est comme John Cage, qui introduit le silence dans la musique, la non-musique, les bruits, comme je vous l'ai déjà raconté. Ben, de nouveau, tend son verre à Annie, qui le remplit sans rien dire, puis prend la parole. Annie. Ben, tu dis n'importe quoi. Ça s'est pas passé comme tu l'as dit. Déjà, c'était pas Cage, mais son pianiste fétiche, David Tudor.
Et il est resté sur scène pendant 4 minutes et 33 secondes, parce que justement, c'était pour la création de la pièce 4 minutes 33. 4 minutes 33 de silence. Et la musique, c'était en fait les bruits de la public qui s'énervait. Tudor est arrivé sur scène, il s'est installé au piano, il a branché un minuteur et il est resté précisément 4 minutes 33 sans bouger. Et puis il a salué et il est sorti. Ben, menteuse. Annie. Ben, c'est toi qui dis n'importe quoi. Et c'est bien comme ça que ça s'est passé, la création de 4 minutes 33, le 29 août 52, à Woodstock, dans l'État de New York. Annie, énervée, sort, elle fait un doigt d'honneur à Ben, et les écoliers rigolent. Ben, de quoi parlait-on? Ah, oui, la cédille. Ils ont créé du nouveau, du non-art. Plutôt, ils ont fait de l'art avec du non-art. Leur mode de vie, c'était leur art. Leur art, c'était la mise en scène de leur vie. Un élève. Ah oui, c'est ça. Faites de votre vie une œuvre d'art. Oui, et si c'est pas nouveau, c'est des escrocs. Bon, vous avez des questions? Un élève. Oui, monsieur, c'est quoi un event score? Ben, c'est un fait, un événement de rien du tout, mais qui est pensé, imaginé, noté sur une sorte de partition, comme une musique. Par exemple, les drip music, des gouttes d'eau qui tombent dans un seau pendant un certain temps et dans un certain contexte. C'est un event score. C'est comme un scénario ou une pièce de théâtre. À toi. Justement. Oui, vous avez dit que vous vouliez faire une pièce de théâtre. J'espère que ça sera mieux que le spectacle qu'on avait vu avec Annie. Ben, de nouveau, tend son verre à Annie, qui le remplit sans rien dire, puis prend la parole. Tu es méchant, Ben. Ils étaient bons, les comédiens qui jouaient. Non, ils étaient nuls. Parce que le théâtre, vous le placez où? Dans l'art et dans la vie? Qu'est-ce qui va dans l'art? Qu'est-ce qui va dans la vie? Regardez ce paperboard. Et on envoie la photo. Si on fait de sa vie une œuvre d'art, et si tout est art, où est le théâtre? La vie est un théâtre? Et merde, ce feutre marche plus. Annie, va me chercher un feutre. Annie lui tend un feutre. Ben, je poursuis. Photo numéro 2, s'il vous plaît. Alors ça, c'est la vie, et puis ça, c'est l'art. Et ça, le théâtre. Alors le théâtre, c'est la vie, et c'est l'art. Et là, on avait toute une improvisation par le brillant élève qui interprétait le rôle de Ben. Ben, vous avez compris? Les élèves. Oui. Et évidemment, ils sont morts de rire, et là, on envoie la photo numéro 3. Qui vous montre la clarté des explications de Ben et tous ses talents pédagogiques, évidemment. Voilà, ça, ils s'en souviennent encore de... Annie, Ben, tu dis n'importe quoi. Ben, oh, toi, menteuse. Bon, vous avez des questions? Un élève. À propos de Brecht et Filiou, s'il faisait du non-art, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, justement, il faisait rien. Il refusait de produire, il refusait de vendre. Alors que moi, dans ma boutique à Nice, je vendais des disques, je vendais n'importe quoi. J'étais comme un épicier de l'art. Et puis si on avait gagné des sous dans la journée, on pouvait aller boire un coup. Et si on n'avait pas gagné, ben, on ne buvait pas. Un élève. Mais comment ils gagnaient leur vie alors? Ben là encore, ils ne la gagnaient pas. Je leur prêtais de l'argent, mais eux, ils ne me remboursaient jamais, ces escrocs. Un élève. Mais vous, comment vous gagnez votre vie? Eh bien moi, c'est grâce à ma gloire. Vous voyez ce verre? Si je le signe avec mon ego, ça devient une œuvre d'art et ça pourrait se vendre 1000 €. Les élèves. Waouh! Et voilà. Oui, parmi les gens qui n'ont pas pu venir, il y avait un élève qui jouait le rôle de Ben et qui est pris par des examens, je crois, si j'ai bien compris. Il fait actuellement des études d'ingénieur à Douai. À Douai, le pauvre. À Douai, le pauvre. Alors du coup, ils ont eu un excès, les jeunes gens. Alors oui, je vous dis que je lirai le mail que m'a envoyé Mathieu Mercury quand il a accepté de participer à cette soirée. Est-ce que j'ai le temps, monsieur Monticelli? Oui, oui. Il me dit,
je pourrais parler de l'impact de Ben quand j'étais enfant. Enfant qui a grandi dans les années 90-2000, avec la reproduction de ces messages sur divers supports, stylos, trousses, qui ont fait que tous les jeunes écoliers connaissaient Ben sans savoir qui c'était. Pour l'enfant d'ouvrier que j'étais, sans culture artistique à cette époque, pour moi Ben, c'était une marque de fourniture scolaire, pas un artiste. C'est une question, ça, hein, c'est les produits dérivés de Ben. Oui. C'est au lycée que je me suis orienté dans l'art, en prenant cette matière comme option principale, et on a étudié Ben. C'est aussi la période où j'ai commencé à visiter des musées, et où j'ai découvert la cabane de Ben au Mamac. Des années après, j'ai postulé pour un service civique au 109, les anciens abattoirs de Nice. Et il se trouvait que c'était pour animer l'expo de Ben. Et dès le premier jour, je me retrouve nez à nez avec Ben dans le couloir, j'étais impressionné, on a discuté, il m'a beaucoup fait rire. On m'a chargé de refaire l'architecture du lieu d'accueil de l'expo et de la fameuse boutique de Ben pour l'expo « La vie est un film » avec un scénographe qui bosse au 109. J'ai encore les plans 3D de ce que j'avais fait. Puis à un moment, Ben avait besoin de bras pour l'aider à transporter des œuvres, à essayer des tenues pour son défilé de mode au 109. J'ai accepté, et pour certains, ça peut paraître normal. Mais si on se met à ma place, c'est un peu comme si une idole de jeunesse me proposait de l'aider. Et une fois que j'ai passé le cap de l'intimité de Ben, j'ai rencontré Benjamin Vauthier, l'homme derrière l'artiste. Et l'idolâtrie a laissé place à l'affection, parce que Benjamin Vauthier était profondément attachant et drôle. À chaque fois qu'il pouvait faire une blague, il la faisait. Et chaque fois qu'il pouvait tous nous inviter au resto, en face du 109, il le faisait. Derrière l'ego de Ben, j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de modestie, car des fois, il ne semblait pas avoir conscience du poids de l'histoire de l'art qu'il avait sur son dos, vu la facilité avec laquelle il me confiait des missions qui pour moi étaient importantes, comme le tri et les finitions de certaines de ses tenues pour le défilé du 109. Je me souviens qu'il m'avait confié une pile de photos Polaroid et une veste sur laquelle il avait peint des cases, et il m'avait laissé le choix de choisir quelle photo je pouvais coller dessus. Je pourrais faire aussi un petit message à l'attention d'Annie. Je ne sais pas si c'est déplacé, mais Annie était vraiment la deuxième moitié de Ben. Ben la cherchait tout le temps. C'est presque s'il n'était pas perdu sans elle. Et surtout, elle avait le cœur sur la main. Quand, avec deux autres jeunes du 109, on devait aller chez Ben pour faire des essayages, Annie nous accueillait les bras ouverts, avec café, boissons, biscuits, etc. Ben, c'est pas un artiste qu'on découvre uniquement quand on s'intéresse à l'art. C'est quelqu'un qui est omniprésent dès l'enfance, qui a envoyé ses messages partout. D'ailleurs, aujourd'hui, il est même sur les arrêts de tram. C'est vraiment difficile de se dire qu'on a perdu Ben. Et en même temps, il est tellement partout qu'il est impossible de l'oublier. Et ceux qui l'ont connu ne l'oublieront jamais. Voilà le texte de Mathieu que je pensais devoir vous lire. Je ne sais pas de combien de temps on dispose dans ces soirées, jusqu'à quelle heure on a. Avant ou après 10 heures? On a encore un peu de temps, parce qu'il y a d'abord... Oh, trop, ça fait trop. Après on se lasse. Alors il y a une autre intervention que je voudrais dire. Nous avons invité, nous avons pris contact évidemment avec Eva Vauthier, avec la fille de Ben, pour l'informer. Il se trouve qu'apparemment les messages ne nous sont pas parvenus. Nous avions aussi pris contact, c'est gens qui avaient pris contact avec Benoît Barbali, l'un des petits-fils de Ben. D'abord pour l'inviter, et ensuite parce que, je ne sais si vous l'avez lu, au lendemain de la mort de Ben et d'Annie, Benoît Barbali a fait un post, un mail, que moi j'avais reçu par le mail, extraordinaire, que j'ai trouvé extraordinaire. Je vais vous le lire, puisqu'on a le temps. Benoît, c'est son petit-fils. C'est son petit... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit fils, oui? Oui, c'est petit-fils de Ben. Voici les derniers mots que j'adresse à mes grands-parents, Annie et Ben Vauthier. Même si certains de mes proches en partagent la vérité, je ne les prononce, dit Benoît Barbali, qu'en mon nom. Il n'y a pas d'amour, seulement de l'ego.
Longtemps, j'ai entendu mon grand-père prononcer cette phrase, comme l'avocat du diable qui voulait nous faire croire que l'individu est le commencement et la fin du tout. Si, depuis Duchamp, la lumière éclaire l'artiste davantage que l'œuvre, avec Ben l'affirmant explicitement, la fin du XXe siècle en fut le paroxysme. Mais qui dit paroxysme dit retournement. Lors de notre dernière visite à l'hôpital, peu avant la mort d'Annie, j'ai entendu les mots que mon grand-père a prononcés à ma grand-mère, déjà plongée, elle, dans le mutisme. « Annie, c'est toi mon ego. » Ce fut le dernier message que j'ai entendu Ben lui adresser. Ce n'était pas une renonciation de son ego et de sa théorie, mais enfin les expliciter à leur juste mesure. Un génie n'existe et ne crée jamais seul, ex nihilo. Peut-être même que le génie n'existe pas du tout, qu'il est une somme curieusement agencée de toute intelligence environnante. Ben a laissé comme dernier geste, à côté de son corps sans vie, un bout de papier d'une vérité désormais absolue. Je ne peux pas vivre sans Annie. Ces derniers mots marquent, selon moi, un basculement. Le passage de l'individu et de l'ego comme centre de tout à l'amour. Ce couple se situait à un moment charnière de l'art, une transition. Ben était le sphinx qui pose l'énigme à Édipe sur l'homme avant de se jeter à la mer. Un post-artiste englué dans l'ego et l'individualisme, mais qui finalement nous pose la question de l'amour, du collectif, de la différence, dont la réponse formulée dans ces derniers mots est la femme qu'il aime, qu'il a aimée, Annie. To change art, destroy ego. Cela est donc fait. Ma grand-mère n'a pas été seulement un soutien de l'œuvre de mon grand-père. Elle a né la co-créatrice, co-autrice. Sa condition d'émergence. Annie était une femme solaire, belle, charmante, sans âge, mais également une artiste fluxus, une force de création qui a connecté et maintenu le lien entre de nombreuses communautés artistiques et intellectuelles. Fluxus, figuration libre, théâtre total. Accompagnant les mouvements féministes tels que le MLF, favorisant l'entrée des femmes dans un monde artistique dominé par le masculin. Il n'y a pas de génie qui existe seul. Il ne reste que nous, orphelins de mythes et de chimères, de dieux et divinités, dorénavant absents, nous sommes seuls. Et seules les constructions collectives pourront nous aider à faire naître un avenir en commun. Les artistes sont l'avant-garde sensible de notre temps. Leurs œuvres ne se contentent pas de refléter la société. Elles construisent des mondes, les rendant tangibles et accessibles, facilitant ainsi leur infusion dans notre culture. Si les débats entre Annie et Ben étaient si vifs, animés, hauts en décibels, il était de même avec le public. Et pour cause, ces deux individus avaient compris que débattre, c'est construire ensemble, c'est explorer. Débattre, c'est aussi en quelque sorte éviter de se battre. En construisant du commun, nous, les artistes, en engageant notre corps et notre esprit, sommes les artisans de la paix et de la vie. Ensemble, ils ont réalisé leurs œuvres les plus importantes, Eva Cunégonde et François Malabar. La première fut signée par Ben, Annie n'ayant pas besoin d'apposer une signature pour qu'on lui reconnaisse son apport majeur. Leur second enfant, lui, émerge d'une performance Fluxus débutant lors du festival Nonard, intitulé « Faire un enfant ». Leur maison de Saint-Pancrace, œuvre intitulée « Chez Malabar et Cunégonde », a accueilli leur vie et leur art. Tel un musée, temple des muses, leur maison démontre l'importance de leurs enfants. Ils n'ont pas toujours eu les mots clairs, mais les phrases que nous lisons depuis ces derniers jours prennent un nouveau sens et témoignent d'une partie cachée de leur sensibilité.
Ainsi, ils n'ont jamais quitté la demeure de leurs enfants, de la famille qu'ils avaient construite. Puisque le langage, médium de leurs œuvres, est polysémique, leur œuvre entière, à la manière d'une pierre de rosette, s'éclaire sous un jour nouveau. Il ne me reste plus qu'à leur adresser un dernier message. Nous continuerons à vivre, à faire vivre votre œuvre, pas seulement dans ce qu'elle fige, mais bien dans ce qu'elle a enfanté et enchanté. Un amincissement, voire la suppression des frontières entre vie et art. Une volonté que l'art et la culture restent bouillonnants, populaires, sociaux, ni austères, ni élitistes. Nous continuerons de porter la vision, non pas seulement de l'artiste, mais du couple, de faire pousser des idées qu'ils ont engendrées, défendre les artistes qui les portent et qui les transmettront à leur tour, soutenir, nourrir, expliciter cet amour complexe et à l'origine de la vie et donc de l'art. Voilà, si on dit qu'il y reste beaucoup de temps, s'il y en a qui veulent intervenir, donner leur propre témoignage, si Martin veut terminer ce que j'ai coupé dans le bel élan qu'il avait, d'autres exemples, disait-il. Si... Exemple, non, mais dire l'importance de Ben pour moi, pour ça je remonte jusqu'à l'année 1966, quand j'étais encore aux Arts Déco, à la fin, où je faisais absolument ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'était faire de la peinture. Je ne voulais pas faire autre chose que la peinture. Et à cette époque-là, je m'interrogeais sur la notion de profondeur. Et je voulais donner une impression de profondeur, rendre compte de la profondeur avec une seule couleur. Alors, je ne vous dirai pas la solution que j'ai adoptée. Avec le recul, je pense qu'il y en a deux. Mais ce que je vous dirais, c'est que j'ai accompli cette œuvre qui a été déterminante pour moi, pour la suite. J'ai accompli cette œuvre avec de la peinture noire. Et pourquoi de la peinture noire? Parce que Ben. Parce que le rapport en tant qu'artiste, en tant que peintre, que j'avais à Ben passait par le noir. Ses écritures sur fond noir, son magasin, bon, il y avait de la couleur aussi, des objets, mais le noir était dominant. Et puis quand je le voyais faire des choses, ou bien dans des photos, ou bien dans des films, il avait des chaussures noires, un pantalon noir, une chemise blanche, des bretelles noires, un papillon noir, un chapeau melon noir, une barbe blanche, une barbe noire à l'époque. Et donc, voilà, ma réflexion de peintre passait grâce à Ben par le noir. Et alors, c'était pas un noir mortifère, un noir turbulent, chahuteur, gai, productif. Donc voilà, c'est grâce à Ben qu'à un moment donné, j'ai réalisé cette œuvre qui est perdue, mais qui a été déterminante pour la suite de mon travail. Je passe la parole aux gens de la salle qui veulent intervenir. Oui, il y a quelqu'un qui propose à la fois... Pardon? Monsieur là-bas. Bonsoir, merci de votre prestation. Vous ne connaissez pas, je vous connais quelques-uns de vue. Je voudrais dire que Ben, c'est l'intemporel, parce que vous avez parlé de votre période 70 jusqu'à 80. Mais Ben, c'était 2023, c'était 2015. C'était avec les jeunes artistes, ils étaient toujours là. Et c'est en quoi, si vous voulez, il manque beaucoup aujourd'hui. C'est terrible quelquefois de ne pas le voir arriver avec sa caméra, il nous filmait tous. Je ne suis pas artiste, je suis simplement spectateur comme ici la salle. Et pourquoi Ben nous manque encore beaucoup? Parce que c'était ça, il était présent tout le temps. Comme il a été pour vous dans les années 70 et 60, il était aussi présent dans les années 23. Voilà ce que je voulais dire. Ben est intemporel. Oui, c'était le témoignage de Mathieu Mercury, du reste. C'est un témoignage de ces dernières années. Quelqu'un veut la sucette?
Ça dépend, si ça dure plus d'une heure, non. Une demi-heure à peu près. On interrompt. Bon, c'est pas grave. Je me ferai jeter comme d'habitude. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà, donc, alors, contrairement à vous tous, moi je déteste Ben. Voilà, j'ai toujours détesté Ben, hein, depuis... Alors j'ai rencontré Ben la première fois, j'avais 14-15 ans, c'est ma grand-mère qui m'avait entraîné dans une galerie d'art. Il y avait des œuvres d'art de Ben. Alors j'étais là en train de lire les textes, lui c'est pas mal, il y a des phrases. Ouais. Et puis je vois ce type qui arrive, ventripotent. Oui, poussez-vous, taisez-vous, laissez-moi parler. Il n'y a que moi qui ai des choses intelligentes à dire et tout. J'étais choqué, je me dis qu'est-ce que c'est que ce type prétentieux? Il se prend pour le centre du monde. Il fait des gribouillis comme ça, c'est pas Léonard de Vinci, c'est pas Dali, quoi, franchement. Et donc j'ai détesté Ben pendant des années. Et notre histoire d'amitié a commencé en 2009, à l'époque où il avait ouvert à la rue Bernier cet espace qui s'appelait l'espace à vendre et l'espace à débattre. Et donc tous les vendredis, il invitait des gens à venir débattre de conneries, etc. Je vous passe la suite. En 2012, il m'énervait parce qu'il cherchait toujours du nouveau, il voulait du nouveau. Je lui dis, bah, tu veux du nouveau, je vais t'en donner. Il ouvre, il fait un concours comme ça, un concours de balises, où il invite des artistes à venir exposer une balise qui contient quelque chose, qui, voilà. Et je suis arrivé comme ça, j'ai posé ma valise, j'ai expliqué un peu, il a regardé comme ça, et puis, pendant 30 secondes, il n'a plus rien dit. Silence absolu. Moi j'ai kiffé, j'ai cloué le bec à Ben, quoi, il sait plus quoi dire, il blablabla, non, rien. Et puis au bout de 30 secondes, il m'a dit, je n'aime pas faire des compliments, David, mais tu sais, c'est pas mal ce que t'as fait. Ben, le petit pas mal comme ça, ça m'a fait plaisir. Bon, et puis alors lui, bon, il était jaloux, alors, il me dit, ouais, tu montes au premier étage, puis tu vas au fond, il y a une salle, tu mets la valise là où tu peux. Et Annie, bah, elle a pris ma défense, elle m'a dit, mais écoute, non, il faut la mettre comme ça, sur un tabouret. Là. Et j'étais placé à l'entrée, grâce à Annie, qui a toujours pris ma défense, contre la jalousie de Ben. Donc j'ai continué à détester cordialement, jusqu'à l'ouverture du César, où il avait ouvert l'espace qui était ouvert à beaucoup d'artistes. Et il invitait des artistes à faire des trucs. Des fois, il y avait des places, on pouvait arriver, on pouvait lui proposer quelque chose. Il disait oui, il disait non, mais on faisait des trucs, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer, d'arrêter mes anciens boulots et de me consacrer à une vie d'artiste, donc à une vie de misère, évidemment. L'art ne nourrit pas son homme. Mais c'était très intéressant, et puis on a continué à se fréquenter, on est devenus de plus en plus, on est passé de copains à amis, puis à la fin on était trop proches. Donc 15 ans d'amitié. Voilà, et il serait là et il me dirait « Tu parles trop ! Tais-toi, tu parles trop !» Je disais « Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Au champion de la logorie, tu gagnes le premier prix, quoi. Il est le bavard le plus impénitent. » J'arrivais pas à le battre. Mais on était en concurrence parce que on cherchait tous les deux du nouveau. Lui, il cherchait du nouveau, moi j'en amenais. Puis bon, au final, c'est devenu quelqu'un de trop proche et j'ai perdu plus qu'un ami. J'ai perdu un critique. Parce qu'avec Ben et Annie, chaque fois que je faisais une connerie artistique, ils venaient. Ils étaient toujours là, lui, ou elle aussi. Ils venaient me donner leur opinion sur mes œuvres d'art, sur le spectacle que j'avais fait au Théâtre de l'Eau Vive, etc. Et aujourd'hui, ben, je n'ai plus de mes critiques d'art. J'ai perdu mon premier collectionneur. J'ai perdu beaucoup. 15 ans de trucs qui se sont passés. J'ai des dizaines de vidéos, des centaines de photos, des milliers d'anecdotes. Je pourrais en faire tout un spectacle qui durait 3 heures. Mais comme on a dit 4 minutes par intervention, maintenant j'aimerais projeter une vidéo de quelque part, puisque c'est un non-hommage, d'une performance que j'avais fait à l'époque au boulevard de Cessonne, où je lui ai écrit un poème pour lui déclarer toute ma haine de ce qu'il était. Et donc je vous propose de l'écouter, avec ses réactions bien sûr. Et remarquez bien comme il est quand même assez gêné, parce que malgré tout je fais trop de compliments, donc il n'aimait pas les compliments. Mais le technicien doit venir pour me mettre le son. Ah, le son. Alors le technicien n'est pas là, il n'y a pas de son. S'il y a sans son, c'est pas la peine. Hein. Non mais... Oui, le faire. Oui, oui, mais alors je vais faire les réactions de Ben aussi. Oui, non mais c'est pas vrai, non, mais...
Je peux pas, j'arrive. Pourquoi pas? Mais j'arrive pas à l'imiter. Il est inimitable, je peux pas, j'arrive pas. Je peux pas qu'il arrive très bien à l'imiter, mais il n'est pas là ce soir. Et donc il faut que je meuble en attendant. Eh oui, Bah, je vais meubler alors. Alors en 2012, première œuvre, machin, tout ça. Alors après, je lui présente des tas d'œuvres et tout, j'en produis pas beaucoup, mais à chaque fois, il était là au début. Il disait, ah ouais, ça vaut 1 sur 10, parce que t'as acheté le matériel. Voilà. Donc, c'était gentil. Bah oui, il m'a donné des bonnes notes des fois. Il donnait toujours des notes aux gens. Ouais, ça vaut 2 sur 10, c'est nul. Parce que pour lui, bah évidemment, il y avait le seul génie, c'était lui. Il n'y avait pas d'autre génie en concurrence. À part moi, à la fin, il a fini par le reconnaître. Mais bon. Ah ouais, donc voilà, donc je n'ai pas trop envie de parler du dernier jour non plus, et de la veille où on s'est beaucoup appelé. Et puis, et en attendant, il y a peut-être d'autres gens qui j'attends la vidéo avec le son, oui, ça sera certainement plus drôle. Il y a peut-être des gens qui veulent... Mais oui, il n'y a pas de problème. Ouais, Ah, on a du son? Ah, pas de son. Quelqu'un veut la sucette? Voilà, le temps que le son revienne. C'est une body? Oui. Bonsoir. Je suis pas une artiste. Je suis fan de Ben. Ça se voit. Voilà, j'ai plein de trucs. Ça chez moi. J'ai connu entre guillemets Ben dans les années 90. Donc dans les années 90 où justement j'ai vu t-shirts, des t-shirts, des ustensiles scolaires, de bureau, avec tout en noir et écrit en blanc, comme si c'était écrit sur un tableau noir d'écolier avec une craie blanche. Et ça m'a... J'ai été tout de suite attirée. J'ai été attirée par... Vraiment, j'ai eu un coup de foudre terrible. Et c'est mon tonton qui m'a tout expliqué, qui m'a expliqué qui était Ben. Et c'est à partir de là que je me suis noyée dans Ben et que j'ai acheté tous les livres que j'ai pu acheter, que j'ai lus. Que j'ai les photos, j'ai tout rangé, je suis allée aux expos, notamment dans celle la dernière à Nice où j'y suis allée deux fois de suite. Par exemple, j'ai des trousses où il y a marqué ouvert à tout, je trouve ça génial. Moi, chez Ben, ce qui me frappe, c'est j'ai un poster où il y a marqué tout est art. Je suis d'accord avec lui. Et je rapproche ça de ce qui est marqué au fronton de la colline du Valais de Chaillot, un des frontons dont l'auteur est Paul Valéry, qui dit que en fait tout est art, en fait avec mes propres mots, que tout est art. Seulement la différence c'est que les artistes le savent et nous non, on ne sait pas. Donc on ne sait pas créer, on ne sait pas être artiste. Voilà, donc moi c'est le malheur de ma vie. J'aurais voulu être artiste, mais je suis collectionneuse entre autres de Ben que j'adore par-dessus tout parce qu'il est peut-être pas né à Nice, mais il est niçois de cœur, il est niçois d'âme. Il a fait voyager Nice dans le monde, en France partout et dans le monde entier. À Blois, il a créé le Centre du Doute. Bon, enfin, j'en passe. Il
c'était un travailleur infatigable. Toutes ses expositions, du début jusqu'à la fin, il ne s'arrêtait jamais. Il le disait dans ses newsletters, son cerveau ne s'arrêtait jamais. Et il était à la fin, ça le fatiguait beaucoup. Et donc c'était un penseur, un peintre, un écrivain compulsif, génial, il n'y a qu'à voir sa maison. Et j'espère qu'à l'intérieur, il n'a pas fait comme à l'extérieur. Il m'a toujours fait rire, beaucoup rire. C'était un philosophe sur la vie, il a écrit surtout sur la vie, sur le sens de la vie, sur l'amour, sur la mort, il était curieux de tout. Il a réussi à rendre l'art accessible à tous. Il disait tout est art, et il a rendu l'art, pour ceux qui le voulaient, accessible à tous. Moi, franchement, je ne sors pas de la cuisse de Jupiter. Je n'ai jamais pu me payer d'école d'art, mais ce qu'il a fait pour moi, c'est qu'il a rendu l'art possible pour moi. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Extraordinaire. Toute sa vie, il a questionné qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que... enfin bon, il a... Je lui dis, pour l'art, pour tous, je lui dis un grand merci, Ben, merci, 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 merci. Merci. Alors on passe à la vidéo. Tu as dit dans ta newsletter qu'on pouvait venir ici dire du mal de toi à haute voix. Donc je me suis dit qu'il faut que je m'y colle parce que personne, voilà, j'étais sûr que tu allais m'interrompre, personne n'osera dire du mal de toi, donc je me suis collé. Voici ce poème que j'ai intitulé Ode à Ben. Non, arrête Ben, parle de toi. Ben par-ci, Ben par-là. Ben par ici et Ben par là-bas. Ben à tous les carrefours. Ben on est contre et on est pour. J'ai rien comme ce Ben schizon. Ben parano. Ben qui, telle la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le pape, a envahi, squatté, occupé et disposé toutes ses œuvres au 109. 109 Ben, je sais pas moi, il y a plein d'œuvres des autres. Ben qui ne sait pas dessiner, fait des personnages cronés. Ben vend à la ville un tas de phrases débiles. J'ai rien vendu à la ville, ils n'ont pas de sous, ils m'ont pas payé. Ben, sexe maniaque. Ben, paranoïaque. Oui, d'accord. Ben défend le Nissart et l'Occitan. D'accord. Mais pourquoi pas le Javanais et le Verlan? Je défends aussi le Javanais et le Verlan. C'est pas le Breton, et le Breton. Et le Breton aussi. Je suis pour la Bretagne, je suis pour la Bretagne, l'Occitanie, le Pays Basque, la Catalogne. Passage très important. Ben m'a violé. Hashtag MeToo. Non. Qu'elle se présente, je veux bien essayer. Même ici, sur place. C'est Nicole. Ça passe pas moi. Je reprends. Ben m'a violé. Hashtag MeToo. Ben ne serait-il pas un peu fou? Ben ne fait rien de nouveau. Ben nous prend tous pour des faux. C'est pas vrai. Ben, malgré ton ego surdimensionné, roi du carnaval, tu n'as jamais été. Bon, ça va, ça suffit, c'est bon. Allez. Ben bipolaire. Bipolaire, je veux bien. Ben Alzheimer. Je veux bien. Ben, je te déteste quand tu es prétentieux et méchant. Je veux bien. Ben, je t'aime quand tu es joyeux et de bonne humeur. Jamais. Ben, trop important. Bon, ça va, allez. Ben, jamais à l'heure. Tout le contraire de ce monument que l'on t'a dédié à Londres pour marquer le temps et que l'on appelle Ben. Que dire de plus sur Ben? Ben.
parce qu'au final, je n'arrive plus à trouver de rime. Voilà Ben, j'espère qu'avec ce court poème, ton ego va faire un hôtel. Le monde sera enfin débarrassé de Ben. Mais j'avoue que cela me fera un peu de peine. Bravo. Merci. Et post-symptôme à tous les vernissages où je me rends. Il y a tellement de gens haineux, snobs et méchants qui jugent sans connaître et sans comprendre. À tous ces connards, je leur dis, allez vous faire pendre. Après tout, Ben, toi qui respectes vraiment tous les artistes, je me dis que tu n'es pas comme tous ces autres autistes. Et pour te différencier définitivement de tous ces nullards, je te décerne le titre de grand chambellan de l'histoire de l'art. Et merci. Tout simplement que j'ai été très peinée de... La sucette devant la bouche. Si on la met comme ça. Alors je vous explique Devant la bouche. J'étais une amie de Ben, parce que je lui ai été sa couturière pour le paillasse qu'il a exposé. Il était venu me chercher pour faire les championnats. Voilà, tout simplement. Il était un homme très simple, très gentil, adorable on peut dire, et tout était d'art, de l'art pour lui. Vous voyez? Et alors comme moi aussi je suis peintre, je me présente, je suis Suzanne Tenon, tout le monde me connaît, et voilà. Et c'était un ami qui venait me chercher quand il avait son paillasson, qui est en ce moment exposé maintenant, et que je lui ai même mis les pantalons, parce qu'il n'y avait plus de pantalons des fois, bourré de paille. Et vous l'avez, vous le connaissez tous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai été très peinée de l'avoir perdu un ami, hein, parce que c'était un ami. Je voulais dire, il nous a mené, quand on faisait les manifestations pour la langue occitane, voilà. Il louait un car et il nous a menés faire les manifestations. Et on s'arrêtait manger le fromage de sa fille qu'il a mené. Voilà. C'était très, très sympathique. Après, il nous prêtait la salle aussi dans le Vieux-Nice pour faire les coups. Et même très très malade, parce qu'il avait quand même un cancer de la vessie à un moment donné. Et il reprenait vite dès qu'il était en public. Et c'était incroyable comme il surmontait tous les problèmes. Hein. Et puis on a été aussi à son anniversaire, alors là il faisait des choses très rigolotes. Voilà. Et puis notamment il s'était fait donner une fessée déculottée en public. Voilà, il était très marrant, quoi. Vraiment, on le regrette beaucoup. Autre intervention? Sinon on clôt. Voilà, en vous remerciant, comme on dit, d'être venu sur le monde. Bonne soirée. Et à la prochaine. Merci. Voilà, n'oubliez pas de nous aider financièrement. Vous avez le petit panier à la sortie. Voilà. Et je vous souhaite